Bonjour Pasquine, comment ça va? Bonjour Salah, ça va bien et toi? Très bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Super Indep pour ce podcast. Est-ce que Merci à tu vous de peux, l'invitation. je t'en prie, est-ce que tu peux te présenter à nous? Oui, je suis Pasquine Albertini. Je suis consultante en communication et stratégie RSE depuis presque un an désormais, après une quinzaine d'années passées à des postes divers et variés en communication institutionnelle et corporate essentiellement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené au freelancing? Le hasard, un petit peu. J'ai quitté un poste de direction de la communication d'une entreprise fin 2021, euh, sans idée particulière pour la suite des événements. Et puis, le hasard, oui et non. Disons que voilà, le réseau professionnel, les diverses connaissances ont fait que assez naturellement, j'ai eu une première proposition de mission, puis deux, puis trois, et puis les choses se sont enchaînées comme ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours d'études? Oui, bien sûr. Alors j'ai un bac à l'époque, un bac littéraire. Littéraire. Voilà. J'ai fait des études en sciences politiques et en philosophie du droit à l'université Paris 2 à Assas. Donc j'ai un D'accord. master 1 en sciences politiques et un master 2 recherche en philosophie du droit. Voilà. D'accord. Et alors pour toi, j'imagine que ça a été naturel de te tourner vers ce métier, Vers la communication, vers la communication. oui et non. Je ne me prédestinais pas à un métier en particulier. Je me voyais plutôt dans une carrière universitaire. Et puis, D'accord. je me suis rendu compte que j'avais plutôt envie de connaître une vie active un peu plus rapidement. Voilà, donc au bout de 5 ans d'études, hein, quand même, au final. Oui. Et la communication, effectivement, à ce moment-là, m'est apparue comme quelque chose d'assez naturel, sachant que j'ai plutôt commencé dans des institutions publiques, hein. Vu ma formation, ça n'a rien d'étonnant. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé donc à vouloir accompagner des entreprises donc justement sur leur politique RSE, la communication et les relations publiques? Alors, c'est l'évolution de ma vie professionnelle, en fait, hein, sont les choses qui se sont faites assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai travaillé une dizaine d'années dans le transport maritime, Ah, donc une d'accord. industrie, un domaine industriel assez lourd, Oui, assez important. Et en y travaillant, j'ai été amenée petit à petit à travailler sur des sujets environnementaux, d'accord. donc sur la transition énergétique du transport maritime. Et puis finalement, ces sujets au départ très environnementaux ont constitué bien 70% de mon travail en tant que communicante. Et puis, j'ai évolué ensuite vers d'autres sujets, cette fois plus sociétaux. Tout ce qui était lié à l'ancrage territorial d'une entreprise, au développement de sa stratégie de partenariat, etc. Donc, quand je faisais tout ça, honnêtement, il y a 10 ans ou 5 ans en arrière, je n'avais pas vraiment conscience de ce qu'était la RSE. Oui. Mais j'ai découvert ça petit à petit et j'ai découvert que finalement, ce que je faisais portait un nom, en tout cas en tant que communicante. Et après, ce qui m'a poussée à élargir un petit peu mon périmètre, c'est-à-dire à ne pas, entre guillemets, me cantonner à la communication, Oui. c'est le fait que justement, dans le cadre de mes expériences professionnelles, je suis parfois sortie un petit peu du périmètre de mon poste, de ce que peut être le poste d'un DIRCOM ou d'un responsable com, D'accord. pour aller sur la production de docs un petit peu plus technique en termes voilà, d'influence et de stratégie RSE pour le coup. Et donc, j'ai acquis cette connaissance-là de manière empirique. Alors, c'est devenu finalement une conviction au fil du temps, hein, qui s'est tissée vraiment sur Oui. 10 années et avec l'envie
finalement de m'y consacrer encore plus et encore mieux, je l'espère. D'accord, c'est intéressant. Et par rapport à ce que tu disais sur l'ancrage, justement, territorial, est-ce que les structures avec lesquelles tu es amené à travailler ont conscience de ce point-là par rapport à l'environnement, justement, dans lequel elles sont? Oui, oui, beaucoup. J'ai toujours eu la chance de travailler avec des entreprises ou des organisations ou pour des organisations autres que des ONG, des organisations D'accord. professionnelles qui ont toujours accordé une importance à la logique territoriale. Voilà, ce qui fait que moi, ce qui me plaît aussi, c'est de cheminer avec alors, un client, mais que je vois davantage comme un partenaire en fait de réflexion, Ouais, autour bien sûr de sa stratégie de communication, puisqu'à un moment, la RSE, il faut aussi savoir être capable de faire savoir ce que l'on fait de bien, les bonnes pratiques que l'on a. Il faut parfois aussi être capable de reconnaître ce que l'on fait moins bien et les ouais, marges de progrès que l'on peut s'accorder. Euh, mais au-delà de la communication stricto sensu, moi, de toute façon, ce qui m'a toujours intéressé dans mon métier, c'est d'accompagner que ce soit mes employeurs ou mes clients dans une réflexion qui soit en général constructive, ouais, très transversale, où il y a finalement un petit peu toute la structure qui est embarquée dedans. Parce que la RSE, ben, on touche au département technique, on touche beaucoup au département ressources humaines, on touche enfin, à la relation client aussi. ouais, Qu'est-ce que la relation durable avec ses clients? Qu'est-ce que ça marque employeur, hein, voilà, qu'est-ce que ouais. ça englobe en termes de bien-être, etc. pour ses salariés, comment on est perçu à l'extérieur en tant qu'employeur. Voilà, donc c'est tout ça qui m'intéresse. D'accord. Alors, justement, par rapport au fait que, donc forcément, quand on fait les choses bien, on communique, j'imagine, plus facilement dessus. Et Oui. qu'est-ce qu'il en est alors pour justement les choses qu'on fait moins bien? Quel est ton regard par rapport à ça et comment est-ce que euh, tu vois les choses sur ces points, on va dire, entre guillemets, qui sont pas assez travaillés? L'avantage que j'ai maintenant, c'est qu'au moins, j'ai quand même j'acquiers une double casquette qui est d'un côté stratégie et de l'autre communication. Donc au moins sur les points d'amélioration, bah, je peux en faire quelque chose. C'est-à-dire Ouais, qu'effectivement, on peut travailler à identifier des points qui étaient passés inaperçus ouais, sur, je sais pas, une chaîne de production, et qui peuvent faire l'objet d'améliorations. Euh, Moi, encore une fois, je suis pas une technicienne. Je ne suis pas un ingénieur, mais par contre, là où je peux aider, c'est dans la vision stratégique qu'une entreprise ou qu'une structure, quelle qu'elle soit, peut avoir. Donc, sur les points à améliorer, ben, d'abord, il faut y travailler. Parfois, les aléas extérieurs font aussi qu'on est un peu obligé de les reconnaître. ouais, Euh, la communication, je trouve il y a certaines choses en matière de communication pour lesquelles on va dire il n'y a pas vraiment de règles. Alors, j'espère ne pas choquer en disant ça parce que la communication, il faut quand même savoir beaucoup s'adapter. Dans une situation donnée, en fonction des divers paramètres voilà, qui s'entrelacent les uns avec les autres, ben, peut-être que parfois, ça sera beaucoup mieux de reconnaître que non, on n'est pas parfait. Parfois, ce sera aussi mieux de ne rien dire parce qu'on sentira que son argumentaire, de toute façon, ne tiendra pas la route et voilà. que il vaut mieux d'abord travailler avant de s'exprimer. Mais que par contre, on peut être un peu, on peut tout à fait aussi se dire que oui, on a des défauts, on a des faiblesses, mais à partir du moment où on peut argumenter, on peut les expliquer. Et peut-être aussi, on est capable de se donner des objectifs atteignables et raisonnables. Pourquoi pas? Euh, voilà, il faut être capable d'argumenter. Je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé quand même à un moment à me tourner vers la RSE, c'est que, alors notamment quand
quand je suis arrivée en entreprise, moi, je viens quand même d'un secteur qui est institutionnel, Ouais. public, où en gros, la communication, euh, on manie énormément d'idées. Et on doit être capable de travailler énormément sur des dossiers de fond. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a plu dans la RSE, c'est que ben, il y a un cran encore au-dessus dans le fond, voilà, dans la Ouais, technicité, dans le fond des dossiers. il y a vraiment une Donc, substance il y a une qui fait. exigence, Ouais. il y a une grande exigence, et puis il y a une exigence de cohérence euh, qui est assez intéressante et agréable, parfois difficile, mais elle est très élevée, c'est très bien. D'accord. Merci pour ce retour. Et ensuite, je voulais te demander quels étaient les défis que tu as dû relever quand tu as commencé à être indépendante. Alors là, pour le moment, est-ce que j'ai vraiment relevé un défi? Je ne sais pas. Je n'en vois pas de particulier. Peut-être le seul défi, c'est justement de devenir indépendant. C'est vraiment de passer de ce statut de salarié à ce statut d'indépendante, Oui, qui quand même en soi est quelque chose enfin, qui n'est pas anodin. Voilà. Mais après, dans la pratique quotidienne de mon activité, pour l'instant, je peux pas dire que j'ai rencontré de défis particuliers. Voilà. d'accord. Donc, on va dire que la transition du salariat à l'indépendance s'est plutôt bien déroulée. Oui, je considère être toujours en transition, donc je considère que pour l'instant, elle D'accord. se fait toujours en douceur. D'accord, Voilà. tant mieux. Ouais. Ravi de le savoir. Et alors, par rapport à tout ça, je voulais savoir les ressources qui t'ont aidé par rapport à la RSE, par rapport à, à ce sujet qui reste quand même très vaste. Est-ce que tu peux nous dire les ressources que tu as utilisées avant de commencer? Euh, Ce qui m'a aidé, en fait, c'est mon expérience. Je pense que ce qui m'a aidé, ce sont mes 10 années d'expérience dans le transport maritime. D'accord. Ce qui m'a aidé, c'est d'avoir travaillé très, très activement en amont et pendant la COP 21 avec dans un collectif d'ONG, de fondations, d'organismes scientifiques sur le sujet de l'océan dans les COP. D'accord. Ce sont ces expériences-là qui m'ont forgée. Ce qui m'a aidé, c'est de participer au développement de piliers stratégiques pour une entreprise, que ce soit le pilier environnemental, l'engagement sociétal, etc. Ça m'a beaucoup aidé parce que D'accord. finalement, j'ai rencontré des interlocuteurs très, très différents au sein des structures dans lesquelles je travaillais. Donc, des navigants, des ingénieurs, un public souvent très technique. Et pour moi qui suis diplômée en philosophie du droit, parfois il y avait des logiques assez contraires qui pouvaient se rencontrer, euh, mais qui finalement se rejoignaient très bien. D'accord. Après, voilà, j'ai pas eu besoin de ressources particulières, si ce n'est si ce n'est mon expérience Et et les je pense rencontres? encore les rencontres, le réseau professionnel, oui. Euh, et puis, euh, et puis quand même le maniement des mots. Ça, je crois que ça m'aide beaucoup. Je pense que Alors là, c'est c'est... le bac littéraire qui t'a aidé Oh, dans ce cas-là. eh ben oui, alors je ne sais pas. En tout cas, j'attache énormément d'importance aux mots. Euh, et j'ai toujours aimé dans mes activités pratiquer, vraiment contribuer à la communication, à la stratégie d'une structure via l'écriture. D'accord. Donc écrire des discours. Alors je n'aime pas dire écrire des éléments de langage parce que tout le monde s'imagine très vite qu'en fait on écrit du Ouais. vide. Et c'est quand même pas tout à fait vrai parce que
il faut savoir trouver le bon mot. Et Oui, ça encore, c'est c'est vrai. pas facile. Il faut quand même résumer des idées complexes avec des mots qui soient à la fois percutants et qui aient du sens et qui soient pas complètement déconnectés des dossiers complexes que vous avez à synthétiser. Euh, mais voilà, j'écris beaucoup de contenu. Voilà. D'accord. Et ça, je Et alors, continue de le faire. et justement, alors, puisque tu parles d'écriture, alors à cette époque, on est souvent devant donc des écrans, donc à taper Ouais. sur un clavier. Euh, Quel est justement toi ton rapport à l'écriture? Alors là, je vais donner un exemple personnel dans un premier temps. C'est quand j'étais freelance, donc j'étais amené donc dans différentes missions à aller chez des clients et en fait je sortais un carnet euh, donc avec mon stylo et Mhm. souvent les personnes me disaient mais vous n'avez pas de PC, vous n'avez pas d'ordinateur? Et je disais ben non, pour l'instant j'ai pas d'ordinateur, je vais d'abord prendre des notes et ensuite je sortirai mon ordinateur quand j'en aurai besoin. Et il y avait toujours, enfin les gens étaient toujours interloqués de se dire mais D'accord. pourquoi prendre des notes sur un carnet? Alors c'est mon fonctionnement personnel, à savoir que en prenant des notes, je me rappelle mieux des éléments hein, dont on m'a fait part. Donc c'est vrai que je trouvais ça toujours assez drôle parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il y a de si choquant au final à prendre des notes? Et c'est surtout parce qu'on perd l'habitude en fait hein, de cet Oui. outil millénaire et ça reste quand même assez, je trouve dommage puisque ne serait-ce que pour la mémoire, comme je le disais, pour retenir Mhm. des éléments ou pour justement essayer de structurer une stratégie ou de structurer une éventuelle feuille de route. Je trouve que ça reste Mhm. à l'écrit quand même beaucoup plus simple. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors moi j'ai jamais eu d'étonnement. Je suis comme toi, hein, je sors mon petit carnet et alors moi je suis encore plus, je dois sembler encore plus psychorigide parce que moi j'adore les stylos de différentes couleurs. Donc D'accord. euh, donc je sors en plus une espèce de, je suis la fille qui se balade toujours avec un stylo bleu, un stylo rose, un stylo vert, un stylo, enfin il y a de tout. Ouais. Et parce que j'adore mettre des couleurs quand je réfléchis et que voilà. Donc vraiment. Du coup, je me dis que je dois faire peur, mais que les gens ont la politesse de pas me le montrer. Non, moi, j'ai pas rencontré, j'ai pas cette expérience-là. Le rapport que j'ai à l'écriture, c'est un rapport euh, essentiel. D'accord. Je ne pourrais pas, je ne, je ne pourrais pas me passer de l'écriture. Et je pense quand même que c'est quelque chose qui, vis-à-vis de mes clients, est recherché. D'accord. Que ce soit pour un rapport annuel, que ce soit pour de la gestion de postes, de contenus éditoriaux, je dirais, sur Ouais. différents supports, que ce soit print ou digitaux. Peut-être que cette appétence-là pour l'écriture reste quand même un petit plus. Euh, voilà. Mais non, non, moi, je- l'écriture, c'est par là que passe mon métier d'abord, en fait. Voilà. D'accord. Et alors, tu parlais de contenus digitaux. Mm. Euh, Oui, alors, quel est modestement, hein. ton, Ouais. modestement, est-ce que justement tu composes du contenu pour les réseaux sociaux? Est-ce que tu as des Oui, clients qui sont amenés à... oui, oui. En fait, je compose. J'ai l'habitude de dire que moi, j'accompagne mes clients sur de la stratégie éditoriale. Enfin, j'invente rien, Ouais. c'est pas nouveau. Voilà. Donc, ça veut dire quoi la stratégie éditoriale? Alors là, oui, on s'éloigne un petit peu de la RSE, mais il s'avère en fait que les sujets que je traite immanquablement reviennent Ouais. à la RSE. Mais la stratégie éditoriale, il faut d'abord commencer par la base, hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par comprendre ce que fait la structure pour laquelle tu travailles. Ouais. Il faut s'intéresser, il faut écouter beaucoup de gens au sein de la structure, à différents niveaux hiérarchiques d'ailleurs. Après, il faut lire beaucoup de documentation quand même. Il faut demander beaucoup de matière
aux clients, puis il faut aller chercher, il faut Ouais, chercher sur le net, il faut se documenter. se documenter. Et puis après, il faut mettre en forme, il faut mettre en musique finalement les desiderata, les objectifs, les envies, voire aussi quand même avoir un vrai rôle de conseil, c'est-à-dire dire, bon, bah Ouais, là, votre envie, concrètement, je pense qu'il faut cheminer encore un petit peu, hein, on a besoin encore d'un petit peu de maturité pour y arriver, ou au contraire, on va le faire tout de suite maintenant. Et puis après, il faut construire un argumentaire. Moi, je ne fais pas mon métier sans comprendre d'où viennent les infos que je publie. Alors, je dis pas, c'est pas du tout parfait tout ça, hein, parce que oui, oui, aujourd'hui, on a quand même toute tendance à, voilà, il y a, dans ce que je dis là, tout est perfectible, hein, voilà. Mais en tout cas, ça me semble important de toujours être animé par cette démarche-là, de comprendre vraiment d'où viennent les infos, pourquoi on les sort à tel moment et comment on va les mettre en forme. Voilà. Donc, je d'accord, fais de la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des documents un peu plus techniques, etc. d'accord. Alors ensuite, je voulais te demander quels étaient pour toi les avantages de l'indépendance. De pouvoir, alors déjà, de pouvoir multiplier la variété des interlocuteurs, D'accord. puisque tu as plusieurs clients, donc Ouais. par définition, de pouvoir aussi ne pas te cantonner à un seul domaine d'activité. Voilà. Euh, Même si mon passé fait que je garde une forte appétence pour le transport maritime, mais je découvre d'autres secteurs Entre d'activité secteurs. et qui sont très intéressants. Euh, Beaucoup de gens me disent, alors sûrement, alors ça c'est un truc qui me gêne toujours un peu, alors parce il y a des, depuis que je dis que je suis indépendante, la première réflexion de beaucoup de gens autour de moi, c'est super, du coup, je comprends que tu franchi ce cap, ça te laisse plus de temps pour t'organiser par rapport aux enfants. D'accord. Alors, bon, moi, donc j'en profite pour dire que ben non, c'est pas ça, hein, voilà, ce qui motive, pas du tout, Oui. et que, et que, et que c'est une fausse idée. Alors oui, parfois on peut, je dirais, sans même parler de la vie de famille, organiser son quotidien de manière un petit peu plus souple, effectivement. Mais en même temps, si on est trop souple, comme on n'est pas dans un groupe, ça peut vite Ouais. dériver. Et puis et puis il y a beaucoup plus de travail. Je dirais pour le coup, moi, ce qui me plaît de documentation, parce il faut se tenir à jour de plein de connaissances euh, pour quand même avoir un vrai plus à l'égard de ses clients. Et ça, je Donc trouve tu que c'est fais, super intéressant. énormément de veille. Je fais de la veille, oui, je lis, j'analyse, voilà, j'essaye d'en retirer quelque chose quand je peux. Mais oui, en fait, tu te rends compte quand même qu'il y a un travail de production personnelle qui est beaucoup plus exigeant, à mon sens, que quand tu es dans une structure. Oui. Parce que tu dois te nourrir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Comme t'as pas les autres autour de toi, ben, Ouais, forcément, la ressource, elle vient d'abord de toi et de ta capacité à chercher. d'accord, oui, donc forcément beaucoup plus de travail. Un peu plus. En tout cas, un travail que, pour l'instant, qui est aussi très agréable à vivre, justement parce que on a quand même, en tout cas pour l'instant, moi j'ai l'impression de le choisir pleinement. Oui, tant mieux, heureusement. Voilà. Voilà. Alors pourvu que ça dure, hein, comme dirait l'autre. Oui, tant Mais mieux. voilà, On quand te le ça se souhaite. passe bien, c'est ça qui est agréable. Voilà. D'accord. Alors voilà, justement, la prochaine question, c'était quelle est la pire erreur que tu as commise en tant que freelance et comment La est-ce que tu t'en es prochaine, sorti? la prochaine, je sais pas. Alors peut-être que j'en ai déjà là commise et dont j'ai Non, pas encore conscience. Donc il y a la- peut-être des bombes à retardement qui vont m'exploser à la figure d'ici la fin de l'année, je ne sais pas. Et du coup, je pense que ma plus grosse erreur est à venir. Voilà. D'accord. Donc, y a pas éventuellement une petite erreur que tu as commise et qui t'a mis en défaut ou qui Alors, qui en t'a causé défaut, non. des Après, soucis? moi,
Non, non, là pour l'instant, franchement, non, même non. Franchement, je me la réserve. Voilà, D'accord. l'avenir va me faire une très très belle surprise dans peu de temps. Comme on en parle, je sens que ça va provoquer un truc un peu, voilà. Donc, Eh bien, surprise, on écoute, verra bien. j'espère que non, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux de toute façon se Ouais, on sait préparer, jamais. Ah oui, oui, être ah oui, toujours oui, sur le ça, qui-vive. ah oui. Mm. Et alors, quelles sont les compétences que tu as acquises depuis que tu t'es lancé, donc que tu n'avais pas forcément donc avant de commencer, et que tu as acquises au fur et à mesure depuis que tu as commencé ton activité? Ouais. Alors, les compétences, la confiance en soi. Je sais pas si on peut dire D'accord. que c'est une compétence, mais ça chemine aussi. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, ben, on est tout seul, hein, donc Oui, faut quand même aller un peu se présenter, se vendre, tout ça. Et puis, la compétence, c'est par exemple le calibrage d'une offre de service. d'accord. Euh, ça, j'y prends beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que ça oblige quand même à réfléchir à son activité Oui, différemment. Et donc, ça oblige à jeter un œil un petit peu neuf sur son métier, sur ce qu'on fait. Voilà, ça c'est une compétence euh, que je suis en train d'acquérir, que j'acquiers encore. d'accord. Et alors justement, par rapport à ça, quand tu as commencé, est-ce que tu as eu tendance à, à brader ton offre pour Non, avoir ton premier client, par exemple? non. Non, 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 non. Alors ça, parcours, enfin là, comment dire? Non, parce que au bout de 15 ans de vie professionnelle à des postes à responsabilité, en étant une femme, euh, donc arrivant à la quarantaine, hein, voilà, j'ai décidé de me débarrasser du fameux syndrome qu'on retrouve hein, chez beaucoup évidemment pas chez toutes, hein, mais en tout cas qui était assez présent chez moi, c'est-à-dire toujours une tendance à chercher un peu à la légitimité, à se rassurer sur sa propre légitimité, etc. Alors là, par contre, non. C'est-à-dire qu'autant qu'à faire, autant être, enfin, je suis toute seule, je suis légitime, je ne me brade pas. Par contre, je ne me survends pas non plus. C'est D'accord. comme le prix de l'immobilier, il faut pas déconner non plus. Voilà, c'est et un truc un peu raisonnable et un peu honnête parce que je considère, alors c'est pareil, pour moi ça fait écho aussi à la démarche RSE, Oui, voilà, une espèce de sobriété. Voilà. Mais non, je ne me brade pas. Non, non. d'accord. Et alors par rapport à ce que tu as évoqué, le fait d'être une femme, est-ce que c'est plus compliqué en tant que femme d'être indépendante ou freelance, ou alors Alors, c'est un pour peu une comme ce que fois, tu dis, c'est des barrières qu'on se met. non, pour une fois, je dirais non. C'est D'accord, pas plus compliqué. d'accord, Après, voilà, moi, je suis freelance là à 40 ans. Enfin, il y a tout un chemin de vie derrière. Mais non, pour le coup, moi, je le vis pas. Le fait d'être une femme, je ne le vis pas comme une difficulté supplémentaire. d'accord. Et alors Au par exemple, quand contraire, tu là, t'es... je le vivrais plutôt comme un truc hyper libérateur. Donc non, je dirais même que c'est un plus. J'oserais même dire que c'est un plus. Mais D'accord. sans Donc, tomber dans aucune caricature, bien évidemment. oui, oui, oui. Et alors, justement, est-ce que tu as eu le sentiment par moment que le fait que tu sois une femme, dans ta proposition de valeur ou dans Mhm. ton discours, est-ce que tu as eu l'impression ou le sentiment d'être un peu moins prise au sérieux parce que tu es une femme? Depuis que je suis freelance? Oui, Non, d'accord. Donc, non, non, c'est même pas un sujet pour toi non, depuis que tu as pas du commencé. tout. Non, D'accord. Bah, non, non, absolument pas. c'est intéressant, c'est vrai, puisque souvent, bah, il y a cette posture de, comme tu disais précédemment, donc on cherche un petit peu la légitimité. Alors c'est vrai que quand on a été dans le salarié pendant très longtemps, on a tendance aussi un petit peu au début justement à brader ses prix pour trouver ses premiers clients. Et souvent ce qui ressort, c'est bah voilà, est-ce que je suis vraiment légitime à faire ce que je fais? Mais j'ai trouvé ta réponse intéressante puisque voilà, tu, tu connais concrètement ta valeur et tu proposes une offre juste pour toi et ton client. Donc
C'est très Oui, intéressant. j'espère en tout cas, mais non, le fait d'être une femme là-dessus, non. Ça d'ailleurs, c'est un des points positifs du statut de D'accord. freelance en ce qui me concerne. Ah, bah, Voilà. tant mieux, c'est intéressant à noter. Et je voulais te demander ensuite, quels sont tes projets? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, là, je suis plutôt dans une optique de un jour après l'autre et à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que D'accord. je suis plutôt dans l'optique des petits pas en me disant fais déjà un certain nombre de choses bien. Euh, voilà, impose-toi une discipline quotidienne réaliste que tu peux tenir, qui fait que tu peux bien tenir tes engagements envers les clients que tu as déjà. Euh, qui fait aussi que tu peux justement pratiquer une veille active, etc. Bref, voilà, fais déjà tout ça et ensuite on verra vers où ça mène. Voilà, Vers où te mène ouais, exactement. ta barque On pour verra rester dans le maritime? exactement. On verra où m'amène cette stratégie des petits pas. Mais je D'accord. crois que c'est une bonne discipline, un jour après l'autre et une discipline qui peut-être peut paraître modeste, mais qui au moins tient dans le temps. Voilà. Et je pense que c'est aussi comme ça que on peut avancer euh, de manière constructive et intéressante. Voilà. Mais ça n'est que ma première année d'activité, donc voilà, je reste, je suis encore quand même en apprentissage pour moi. Enfin, j'ai toujours été en apprentissage. Je me suis toujours considérée en apprentissage de toute façon de tout. Donc, ça D'accord. change pas. Donc, donc, si je comprends bien ta réponse, il n'y a vraiment aucune pression par rapport justement Non, à des projets ou des objectifs. Tu prends vraiment ça au jour le jour. Et non, ouais. L'idée, c'est de continuer bien l'année prochaine, de mettre en place, de faire en sorte qu'effectivement l'année prochaine se passe aussi bien que cette année quasiment cette année. écoulée. Euh, mais, euh, mais voilà, peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, de me former sur certains points, peut-être sur des compétences plus commerciales, ce genre de choses. Ouais. Mais, euh, mais c'est tout. Ah, c'est tout, D'accord. déjà pas mal. Non, mais c'est bien. C'est vrai que ça reste quand même, on va dire, important de ne pas se rajouter de la pression à la pression éventuelle des clients. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de prendre ça Mm. comme ça vient. Et alors, du coup, par rapport à ça, je voulais te demander euh, une journée typique pour toi, ça ressemble à quoi dans ton activité? Euh, oui, alors il y a des journées qui sont consacrées à mes clients exclusivement. Alors, ça peut être des journées qui vont être très très concentrées, presque avec un petit caractère universitaire, hein. Donc, c'est vraiment que de la production de contenu ou de la documentation ou voilà ou de la lecture et après production de contenu, mise en ordre des idées, etc. D'accord. Il y a des journées qui vont être plus consacrées au contraire à des réunions, à des rencontres. J'essaye en général de faire au moins à chaque fois, tous les jours, une grosse demi-journée dédiée au contenu. D'accord. Euh, que ce soit analyse, lecture, écriture, mise en forme, relecture, voilà. Et l'autre demi-journée consacrée à traitement des mails, réponses, entretien, compte rendu de réunion, etc., etc. Des choses comme ça. D'accord. Et puis après, il y a au moins une journée dans la semaine qui est consacrée à je prends du recul sur mon activité, je vois où j'en suis, je vois les nouveaux clients potentiels, je formalise des offres, je travaille aussi à la formulation de ma propre offre, je la Ouais. bonifie dans mon propre discours, etc. Voilà, j'essaye de m'imposer une journée
à défaut une demi-journée par semaine dédiée à ça. D'accord. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de faire ça une fois par semaine, parce que c'est vrai que quand on a un petit peu la tête dans les dossiers, on n'a pas forcément les idées claires. Et alors, tu fais ça vraiment chaque semaine, hein? J'essaye, autant que faire se peut, oui, quand même, globalement, oui. Et puis je trouve qu'on en a besoin. Encore une fois, parce on est tout seul. Je trouve que c'est important aussi de se poser. Alors souvent aussi, je travaille le soir. Comme il y a ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut bien se caler sur son rythme de productivité à soi. Oui, Si on sait que, par exemple, il y a certaines heures, on n'a jamais été au top de sa productivité, et qu'on n'a pas de rendez-vous, bah, on peut lâcher l'affaire, ça c'est bien. Par contre, à 22 heures, quand on sait qu'on est au top, là, on s'y remet avec beaucoup de plaisir. Mais bon, globalement, en gros, c'est quand même des journées de travail bien remplies et souvent avec un petit complément le soir pour être bien à jour. Justement parce qu'il y a dans la semaine une demi-journée ou un jour consacré à la prospection client, oui. à de l'administratif aussi, à plein de choses comme ça qui sont, je dirais, un peu les affaires courantes, entre guillemets. D'accord, très bien. Et, euh, et quelles sont les leçons les plus importantes que tu as apprises dans ton secteur d'activité? Je sais pas si je peux encore en tirer. Moi, je pense que c'est un peu tôt, surtout en tant que freelance. Les leçons, alors après, je pourrais donner des points sur la communication RSE pour le coup, euh, c'est important, mais c'est important sur tout exercice de communication, mais il faut lier autant que possible le fond et la forme, et peut-être encore plus sur ces sujets-là. Alors, ça ne veut pas dire que parfois, on y arrive toujours extrêmement bien, Oui, mais il faut quand même essayer de le faire autant que possible. Euh, on se heurte aussi souvent. La communication, elle doit toujours un peu batailler parce qu'on a l'impression que par rapport aux autres corps de métier, la communication, c'est ce qui sert à faire joli. oui, Et alors, pour faire joli, moi, je voulais quand même dire qu'il faut beaucoup de boulot. Parce que si c'est clair dans la tête du super technicien qui a pondu un texte que personne ne lira, pour que ça devienne clair dans la tête, alors ne serait-ce que sur un doc de présentation hein, pour des gens, pas forcément le grand public, hein, oui. eh ben, ça demande un petit peu de travail. Et ça, c'est une expression que j'ai beaucoup entendue au cours de ces quelques dernières années. Tiens, est-ce que tu peux rendre ça joli? Alors non, en fait, D'accord. voilà, c'est pas ça. On rend pas joli. On rend accessible, mais joli, non. Alors, c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant, peut-être par rapport euh, sur le fait que ce qui est produit doit être aussi, j'imagine, accessible et compréhensible pour l'audience cible. Oui. Et oui. Et donc c'est là où on rejoint un peu justement l'importance des mots, l'importance Oui, d'une articulation correcte entre les idées, l'importance de savoir dérouler un raisonnement, l'importance de savoir le construire et l'importance de savoir le partager. Et moi, en fait, ce qui m'a plu en étant communicante sur les sujets RSE, c'est que j'ai trouvé là des sujets qui sont des grands sujets de partage. Alors ça veut dire parfois le partage, ça passe par des phases d'incompréhension, de mauvaise volonté, de tension, oui, Mais ce qui est intéressant, c'est à la fin du parcours. Moi, j'ai toujours vu des gens qui finalement avaient aussi évolué, qui étaient et c'est ça qui est plutôt bien. Voilà. d'accord. Ouais, intéressant. C'est vrai que ça reste souvent, comme tu dis, pour faire joli, mais en réalité, le but est vraiment de transmettre un message
clair. C'est du partage, hein, c'est de la Oui, transmission, hein. Donc, c'est pas juste regardez-moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je fais tout bien. De toute façon, personne ne fait jamais tout parfaitement, mais c'est d'abord je partage. C'est comme les stratégies de partenariat quand on est une entreprise. oui, Est-ce qu'on va faire de la sensibilisation métier? Est-ce qu'on va travailler avec des jeunes? Est-ce qu'on va travailler avec des demandeurs d'emploi? Est-ce qu'on va développer un pôle R&D? Enfin, il y a plein de choses. Est-ce qu'on va développer l'alternance dans son entreprise? Euh, voilà. Donc, c'est d'abord du partage, hein, quand même, sans tomber ouais. dans le monde des bisounours, mais enfin, quand Ouais, même. oui, j'imagine. Et est-ce que tu as déjà eu un mentor? Non, non, Jamais. non. D'accord. Et alors, est-ce que toi, tu as mentoré, du coup, des personnes? Je crois pas. J'ai pas l'impression. J'ai eu dans ma vie professionnelle des gens qui ont énormément compté pour moi, qui m'ont évidemment appris beaucoup de choses, mais comme tout un chacun dans une vie professionnelle, après, de là à dire mentor, je ne pense pas. Et quant à moi, avoir D'accord. été le mentor de quelqu'un, j'ai pas l'impression non plus. D'accord. Intéressant. Mais c'est vrai que enfin, ce rapport éventuel au mentorat, peut-être que je trouve que ça manque un petit peu en France, à savoir justement, comme tu disais, peut-être des N+1 ou N+2 qui soient un peu plus présents dans la formation, dans l'accueil des nouveaux collaborateurs, Hmm, ou alors même peut-être, oui. mentorer hein, des personnes qui arrivent dans l'entreprise. Je pense que c'est pas quelque chose qui est encore très, très pratiqué et ça pourrait en tout cas améliorer je pense, les relations et la communication entre les collaborateurs. Ah, probablement, ouais, ouais. Mais enfin, moi, ça, voilà, ça n'a pas été mon cas, malheureusement. Pas encore. Alors, pas encore. Alors, je voulais tout à l'heure, on parlait de productivité. Euh, Hmm. je voulais te demander comment est-ce que justement, tu optimises euh, ton temps et alors personnellement je n'aime pas hein, ce terme de productivité, mais tu as dit quelque chose qui était intéressant dans le sens où tu parlais, bah, tu peux éventuellement avoir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Donc est-ce que du coup tu travailles avec ton énergie plutôt que le temps, à savoir que le temps est difficile tu sais, à maîtriser. Quand une heure est passée, elle Ouais, est passée, on ne peut pas la rattraper. Mais c'est vrai que par rapport à l'énergie, on peut quand même, quand on se connaît, hein, bien évidemment, on peut quand hmm, même se dire, bah tiens, voilà, je sais que si je commence avant 10 heures, je vais pas du tout être productif, je vais rien faire de concret. Donc, je vais commencer à 10 heures. Je sais qu'après le repas, éventuellement, je vais avoir ce fameux coup de barre du repas, donc je vais pas recommencer à travailler tout de suite. Et ouais. est-ce que tu fonctionnes comme ça ou est-ce que tu penses qu'il est plus intéressant éventuellement vraiment de s'adapter en fonction de son énergie parce que c'est vrai qu'avec l'évolution du travail actuellement, on voit qu'on peut travailler en étant chez soi, en étant dans un espace de coworking ou en étant même au restaurant pour certains. Donc, est-ce que tu penses que c'est Euh, plus simple de se baser sur son énergie pour travailler? Moi, je pense qu'il n'y a pas de règles. Je m'en applique pas vraiment. C'est-à-dire que ça vient aussi en fonction du flux de travail, hein, de la Oui, masse de travail que l'on a à effectuer. On n'a pas toujours la possibilité de s'écouter physiologiquement pour c'est vrai. se dire qu'on va bosser plus tôt entre tel et tel créneau de la journée parce que c'est là qu'on va être le plus productif. Quand on a cette possibilité-là, ben moi je trouve qu'il faut la saisir parce que pourquoi s'en priver? Quand on ne l'a pas, c'est pas grave. Enfin, voilà, on avance et on fait ce qu'on a à faire, on abat le travail qu'on a à faire dans sa journée et puis voilà. Je pense que au-delà d'une question d'énergie et de temps, je pense que en fait, ce qui est surtout important, c'est un moment d'arriver à se ménager des Oui, temps d'oxygénation de l'esprit. Voilà. Mais ça vaut pour tout métier, pour tout statut. Je pense que c'est
peut-être l'une des grandes problématiques actuelles liées au monde du travail, peu importe le statut qu'on ait, peu importe qu'on soit parents célibataires, mariés, sans enfants, enfin, toutes les situations personnelles et professionnelles sont quand même concernées par ça. C'est comment se ménager un petit peu de temps d'oxygénation. Alors moi, ce qui me plaît dans freelance, c'est que, en tout cas, j'ai le sentiment de me réapproprier le temps, Le temps. d'en être un tout petit peu plus maîtresse, sans que ce soit évidemment, voilà, je ne vais pas le mettre des horloges, mais enfin, Ouais. au moins, voilà, j'ai l'impression que l'oxygénation est plus facilement à portée de main. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'on va l'actionner bien plus souvent, mais enfin, au moins, on sait qu'elle est possible. Je trouve que c'est un peu enfin, je trouve que c'est assez agréable. Et puis, alors moi, je fais partie de ces gens qui, pour bien travailler, ont besoin parfois d'avoir l'air de ne rien faire. Alors, surtout quand on écrit. Oui. Voilà, quand on écrit, moi je me souviens quand je bossais en entreprise, alors on avait des très beaux locaux, un bel open space, mais vraiment bien, bien fichu, rien de, et alors, il y avait un super coin cafette et j'étais tout le temps à la cafette certaines après-midi. D'accord. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'elle, enfin, vraiment, mais elle ne, et j'allais, je venais, je bougeais, je buvais un café, je rebuvais un autre café, je parlais. En fait, j'étais juste en train de réfléchir à ce que j'allais écrire. Ouais. Euh, et parfois, ben, on a l'air de rien faire. Ou alors, je disais, bon, ben, je vous laisse là, je vais prendre un crème. Allez, je sors et je reviens dans 1 heure. J'avais l'air de rien glander, alors que c'était pas vrai. Mais voilà, je dis ça toute proportion gardée, bien Oui, oui. évidemment. Je sais que mes collègues et mon patron savaient très bien que je n'étais pas du tout en train d'avoir les doigts de pied en éventail à la terrasse d'un café. Mais parfois, il y a des métiers, en tout cas, où il y a des, notamment quand on écrit, parfois, on a l'air de ne pas travailler, alors que c'est là qu'on a le cerveau qui est le plus en ébullition, parce que les idées, elles sont là, elles sont en train de sortir. On est au moment où il faut les formaliser, et du coup, voilà, on a besoin de faire peut-être autre chose. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu as déjà eu la réflexion, alors, pourquoi tu es Non. payé et que tu passes ton Non, temps à la jamais. Ah, cafétéria? jamais. Au contraire, non, non. Moi, j'ai toujours été entourée. Alors, j'ai toujours eu cette grande, grande chance d'être vraiment entourée de collègues extra, avec des D'accord. gens pourtant souvent des profils hyper éloignés du mien, puisque quand même souvent à la com, vous êtes un peu enfin l'alien, enfin voilà, la lunaire, enfin la fausse lunaire de service. Et j'ai toujours eu des collègues qui comprenaient bien le côté faussement lunaire et qui savaient qu'au contraire c'était un côté grande bosseuse. Voilà. Non, 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 ça au contraire, ça a toujours été, j'ai toujours eu cette chance-là de travailler avec des gens très ouverts. D'accord. Et c'est vrai que enfin, ça me fait sourire ce que tu disais par rapport à justement à la composition, parce que c'est vrai que chacun a sa manière de faire, hein, comme tu viens de le dire. Et je me rappelle personnellement que quand j'étais donc en partiel à l'université, quand par exemple il y avait une épreuve de 4 heures, j'avais toujours en fait pendant quasiment 3h30, 3h40, en fait je regardais le plafond. Et souvent mes camarades me disaient mais qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là? Alors bah, eux avaient l'habitude de faire un brouillon et ensuite donc de poser leurs idées une fois que c'était que ce brouillon était fini. Et en fait, moi, j'avais ce besoin de visualiser mes réponses, mes idées, et Mhm. ensuite de les poser, mais de manière brute, sur la copie finale. Et j'avais toujours cette réflexion en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu regardes le plafond? Pourquoi est-ce que tu regardes les autres pendant 3 heures? Et j'ai jamais réussi à faire autrement. Et c'est vrai qu'après, une fois arrivé donc dans le milieu du travail et par moment devant composer Mhm. des corpus, j'avais le même comportement. Et tu sais, la fameuse réflexion dont je te parlais, c'est souvent on me disait, mais alors pourquoi est-ce que tu regardes le plafond? Alors pourquoi est-ce que tu fais rien? Mais c'est vraiment, en fait, je trouve
processus qui est vraiment personnel, c'est-à-dire que chacun a sa manière de fonctionner, surtout par rapport à l'écrit, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est drôle de voir que certains ont besoin de faire un brouillon, d'autres non, d'autres ont besoin de poser ça tout de suite sans structure, et après ils font une nouvelle copie. Mais c'est intéressant justement de voir les retours qu'ont les gens en pensant, en se disant, tiens, il regarde le plafond, donc il fait rien, ou alors elle est à la cafette, elle fait rien. Mais voilà, il y a quand même une production derrière, et il y a quand même un peu de sérieux, mais de rien. Après, je pense que ça, ce sont, alors notamment pour les métiers de l'écriture, comme ça, je pense que les gens comprennent quand même très très vite parce que quand d'abord tu fais ça, alors évidemment, c'est pas la grande foire, hein, on a tous notre Ouais. processus de travail personnel, mais quand même dans le respect de la structure pour laquelle on bosse et dans le respect de nos collègues, déjà d'une part, et puis d'autre part, je pense que les gens pigent assez vite parce que quand il doit revenir avec une masse de questions, parce qu'il faut préciser tel point, tel mot, parce que ce qu'ils t'ont transmis par mail n'est pas assez clair, parce que tout de suite ils se rendent compte quand même que oui, écrire, c'est. Et puis souvent, je trouve que l'écriture, ça crée du lien entre collègues. En tout cas, moi, c'est aussi beaucoup ce qui m'a permis de créer du lien avec mes collègues dans mes expériences professionnelles. C'est que il y a aussi quand même un plaisir, parce que c'est un métier aussi, et il y a un plaisir de justement celui dont ça n'est pas forcément le métier, non pas qu'il écrit mal, non pas que, mais c'est pas son métier, de voir à un moment tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a fait, valorisé de cette manière-là. Ouais. Et je Ouais. trouve que dans une belle présentation, dans un script vidéo qui va être sympa et on aura piloté un rendu qui sera, pour le coup, qui sera attractif, qui sera joli, mais joli dans le sens, avec du sens. Et moi, je trouve que finalement, cette fonction un peu de passeur d'idées, Ouais. quand on fait de la communication et plus encore quand on est amené à travailler sur des sujets de RSE, c'est ça qui est essentiel. Et je trouve que d'ailleurs, ce sont des fonctions qui, dans une structure, sont grandement vecteurs de liens quand on les aborde comme ça, parce qu'on prend le temps d'écouter les autres, on prend le temps de faire, je sais pas, un magazine, de faire un article web, et tout d'un coup, il y a un souci de valoriser. Alors, il faut qu'il y ait un plaisir, bien sûr, Ouais. au-delà d'une mission, mais je pense que quand il y a un vrai plaisir à valoriser ce qu'on fait des départements un peu plus techniques, il y a quand même un retour humain qui est sympathique. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, trouver euh, les mots justes pour exprimer certaines idées, ça reste pas forcément évident. Et c'est quand même un travail pas toujours simple. Et quand on Non? y arrive, en tout cas, on est plutôt content du résultat quand on a des feedbacks, hein, bien sûr, qui sont positifs et que l'audience a compris. Donc, c'est Mm, très, très tout à fait. intéressant. Et alors, par rapport à tout ça, justement, je voulais te demander quels sont les outils professionnels qui te facilitent la vie au quotidien. Alors, ça peut être une Euh, application, ça peut être un site internet, ça peut être. euh, alors, sur les visuels et tout ça, il y a Canva qui me facilite beaucoup la vie parce que c'est simple D'accord. d'utilisation pour moi. Euh, Après, dans mon métier, en fait, moi, c'est plutôt, ma partie, c'est plutôt, encore C'est une fois, stylé. savoir. Ouais, c'est savoir écrire, mais c'est tout bête, mais c'est savoir écrire, c'est savoir pitcher aussi quand on travaille c'est savoir travailler avec avec des graphistes, c'est vraiment Ouais. savoir faire des briefs, voilà, euh, et donc piloter des projets, que ce soit séquencer, écrire une vidéo, corriger les montages. Mais c'est du pilotage en fait, c'est du Ouais. pilotage d'action. Alors savoir piloter des projets, c'est ma, c'est à peu près mais c'est pas un outil.
Et Ouais, après, en outils, moi, je dois pas être quelqu'un d'outil, en fait. Ma tête, d'accord. Ta tête. Comme ma ça, au tête. moins, c'est. Enfin, là, un peu. Quand c'est pas trop fatigué, quand c'est pas trop, je sais pas. Ouais, voilà. Oui, quand tu as les Et idées claires, en tout cas. Canva, ouais, ouais, voilà. Il faut, voilà. Et ma curiosité, mais c'est pas un outil non plus. Et, voilà. D'accord. Donc, Alors, ouais, je suis justement, un peu sèche là-dessus. alors, tu as parlé de pitcher. Euh, Ouais. c'est quoi ta définition de pitcher, du pitch? J'en ai pas, en fait. Ça fait partie des choses que je vais apprendre, je pense, probablement dès l'année prochaine, à plus pitcher. D'accord. Et pour moi, ça fait partie du domaine de la découverte. Donc, enfin oui, j'ai quand même une vague idée. Hein, je sais pas, enfin, c'est quand Ouais. même mon métier de présenter des choses et de, bon. Mais après, l'exercice vraiment du pitch et tout. Je sais pas, mais j'ai hâte de me prendre des vestes, hein, justement, du coup, pour ça bien un peu en mode stand-up, voilà, pour bien me ramasser sur les pitchs. Voilà, je pense que pour D'accord. l'humilité, ça doit être très sympa. Voilà. Ah, alors oui, alors je te dirais qu'il vaut mieux être modeste, hein, de toute façon, et plein d'humilité quand on pitch. Parce que c'est vrai que, en tout cas, d'après moi, je pense qu'il faut vraiment, euh, le but étant de faire passer un message de manière Ouais, extrêmement simple et rapide. ouais. Alors bien sûr, on peut Et faire des jeux de c'est, verbal, etc. Mais ça reste quand même un exercice qui n'est pas simple, surtout pour les, comment dire, que ce soit pour les freelances ou pour les startups. Hein. C'est pas toujours ouais. évident de présenter son activité ou de se présenter en tant que freelance. Donc, ça reste quand même un exercice Ah non, non, moi, intéressant, c'est on un va dire, truc, pour. se présenter, se résumer, je trouve qu'il faut être vachement au clair avec soi-même, hein, déjà pour arriver à se résumer. Donc, Ouais. ouais, mais c'est bien, ça remet les idées en place, quoi. Voilà, ça, Oui, oui, c'est très bien. l'exercice est intéressant. Oui, l'exercice est intéressant parce que ça permet vraiment de voir aussi où est-ce qu'on en est avec nous-mêmes. Mais ça se prépare aussi à savoir que c'est Oui. vrai qu'on ne peut pas, bien évidemment, pitcher sans préparation. Hein. Donc, euh, on peut s'exercer et ensuite essayer d'exceller avec cet exercice. Ensuite, ce que je voulais te demander, c'est quels sont les mythes les plus répandus à propos de, que ce soit la communication, la RSE ou les relations publiques, d'après toi? Les mythes. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des mythes, mais alors oui, bah, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, peut-être, c'est-à-dire l'idée toute faite, le côté la communication, hein, c'est pour faire joli, et du coup, comme c'est pour faire joli, ça va aller super vite, hein. C'est-à-dire, tiens, si on faisait une communication, il y a toujours une personne dans une réunion, hein, pour en toute humilité d'ailleurs, lancer la super idée de et tiens, d'ailleurs, et si on communiquait sur ce sujet-là, vous verrez les gars, c'est super simple. On a tous les éléments et on va communiquer. Mais en 48 heures, c'est bon, quoi. Allez, Pasquine, allez, hein, on y va. Alors, alors non, voilà, démystifions le truc. Rien n'est simple en communication. Même le petit sujet dont on a l'habitude et Ouais. sur lequel on a communiqué 1 milliard de fois, eh bien, si on va faire un nouveau post sur un réseau social, eh bien, on va devoir réécrire ce post parce que on va devoir checker que les données qui sont dedans n'ont pas évolué. Et donc, on va se heurter à un service qui va se dire non, et puis l'autre service va dire oui. Et puis, du coup, on va devoir remonter dans les arcanes de la hiérarchie pour dire, mais alors, ça a évolué ou ça n'a pas évolué? Donc, en général, quand on commence à travailler sur un sujet en communication, alors, je sais pas, c'est sûrement pareil dans d'autres domaines, hein, voilà, Ouais. je ne peux parler que de ce que je connais, hein, voilà. Mais en règle générale, on va de surprise en surprise. Donc, et surtout, il y a même pour les sujets les plus simples un gros travail de vérification de l'information.
et D'accord. qui peut prendre parfois un petit peu plus de temps que prévu. Donc, c'est une remise en question permanente, même sur les sujets qu'on a l'habitude de De traiter, oui. traiter. Voilà. Donc, D'accord. non, Et ça n'est jamais en 48 heures, à part un communiqué de presse et encore, quand on est vraiment très, très à fond et que tout le monde se donne, mais sinon, ça prend un peu de temps. d'accord. Et sur la RSE, alors, le mythe le plus répandu, et, et je voulais Alors, te je dirais pas poser que aussi c'est la... un mythe, mais je pense que il y a peut-être que la dimension de changement des pratiques est un petit peu sous-dimensionnée. Et D'accord. je pense que c'est de moins en moins vrai, puisque de toute façon, le contexte post-Covid international, bon, bref, mutation des grands équilibres, tout d'un coup nous montre ça, voilà, nous rappelle de manière assez violente que on n'est peut-être pas juste dans de l'adaptation de ce qu'on fait, mais on va peut-être plutôt sur un changement un plus radical de nos pratiques. Et, D'accord. la RSE, c'est quand même un grand questionnement de son activité. Donc, quand on va sur de la RSE, ce n'est pas juste pour brandir des actions. Évidemment que tout le monde va mettre en avant des actions vertueuses, c'est humain, Oui. c'est normal, et on aide aussi nos clients à le faire. Mais on doit, tout en aidant à le faire, essayer d'être un peu moteur du changement. Alors après, voilà, les consultants RSE, en tout cas en communication et stratégie RSE, enfin, on a tous un petit pouvoir, mais on n'a pas un pouvoir non plus. Mais cette dimension de vraiment se dire qu'on va quand même, dans une certaine mesure, se remettre en question, Oui. interroger son activité un peu plus en profondeur, ça, c'est quelque chose qui parfois peut-être est un petit peu sous-dimensionné, mais qui l'est peut-être de moins en moins finalement. Voilà. D'accord. Et alors, justement, par rapport à ça, je voulais te poser la question du greenwashing. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà qu'on en a tous fait à un moment ou à un autre, même sans s'en rendre compte. Enfin, voilà, faut être honnête, hein, c'est comme, enfin voilà, on lave pas plus blanc que blanc, hein, voilà. Oui. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que parfois on peut verser dedans, mais sans forcément le vouloir, sans forcément que ce soit mal intentionné. Donc, que c'est en soi pas forcément, enfin, plus excusable. Je voudrais pas que mes mots soient mal interprétés, mais peut-être plus compréhensibles. Je pense que surtout, encore une fois, l'important, c'est de se questionner, c'est-à-dire Ouais. se dire, on apprend aussi de ses erreurs, on apprend aussi de ses faux pas, on apprend aussi, je sais pas, d'un poste sur justement qui se voulait un peu en mode autocongratulation sur une action qui pouvait sembler être hyper vertueuse sur un plan environnemental, et puis on prend plein de commentaires hyper négatifs. Ouais. C'est bien de se remettre en question et de se dire, tiens, pourquoi sur ce sujet-là, ma structure, elle a, au lieu d'avoir des bravos, c'est super, on aime beaucoup ce que vous Ouais. faites, des non, mais c'est bon, enfin, les gars, ça suffit, arrêtez. Enfin, voilà. Et donc, je pense que il faut en permanence être sur ses gardes pour ne pas verser là-dedans, que parfois on n'y arrive pas toujours, euh, parce que la RSE, c'est pas se draper dans une vertu, je veux dire, au-dessus des autres, hein, voilà. Et puis c'est pas non plus juger l'autre de manière totalement, enfin, je veux dire, encore plus violente et encore plus radicale. Il faut être dans un jugement aussi des actions des autres qui est modéré, parce qu'on a tous, toutes les entreprises et toutes les structures, elles ont leurs contraintes. C'est Ouais. difficile de se libérer des contraintes quand même, hein. Voilà. Et puis les gens aussi ont leurs contraintes. Voilà, aussi. Donc, faut raison garder. Mais voilà, il faut être sur le qui-vive. Je pense que c'est une vigilance de chaque instant. Ouais. Parfois, on est ça, et puis parfois, ben, on réussit un peu moins. D'accord. Bah, merci pour ce retour très intéressant et pertinent. Ensuite, je voulais te demander quels sont les challenges futurs dans ton activité que tu vois arriver.
Eh ben justement, la capacité à se remettre en question. Voilà. Moi, et n'étant pas une technicienne, je te parlerai pas de challenge Ouais, vraiment hyper pointu, mais moi, mon métier, c'est plus à chaque fois la stratégie et injecter du sens. C'est ça mon métier, en fait. Et d'accord. ça n'a l'air de rien, mais ça demande, oui, une capacité quand même de remise en question. Ça, je pense que c'est un challenge parce que enfin, si on est dirigeant, il faut bousculer ses habitudes à soi de dirigeant et bousculer les habitudes de ses managers. Quand on est salarié, il faut aussi accepter d'être remis en question, d'avoir un autre Ouais. dialogue avec sa hiérarchie, de revoir aussi ses habitudes. Tout est une question d'habitude et de changement d'habitude. Donc c'est dur quand même de venir, par exemple comme consultant, c'est quand même difficile parfois d'arriver dans une structure et de dire aux gens euh, Il faut essayer changer. de penser un peu autrement. Enfin, Ouais. euh, ouais, enfin quand même, elle est gentille celle-ci, mais enfin voilà, ça fait 20 ans que je fais mon métier et c'est normal, hein, c'est hyper normal. Donc faut savoir composer quoi. Voilà, mais c'est un grand Oui, ça. challenge, le changement d'état d'esprit. Oui, de toute façon, le changement, surtout dans les organisations, ça reste quand même en tout C'est cas, je pense, un un des plus gros truc. challenges Mais là, à relever. on est en plus sur des paradigmes qui, de toute façon, vont changer. Ouais, Et donc, c'est un changement encore d'une autre nature. Donc, c'est une gymnastique intellectuelle et une volonté quasiment autre à trouver, hein. Donc, c'est pas facile, hein. Alors, je parlais tout à l'heure dans mon activité de la stratégie des petits pas. Alors, certains diront, mais on n'a pas le temps des petits pas, c'est vrai. Mais bon. ah, c'est vrai que ça On sera permet. peut-être, selon les structures, on est quand même obligé d'en passer par là. Oui, et puis ça permet aussi, surtout si on est proche d'une falaise, de s'en rendre compte avant de tomber. Exactement. Donc, Exactement. il vaut mieux avoir cette démarche-là. Et ensuite, la question que je voulais te poser, c'est par rapport au futur, donc que ce soit en termes de communication, de RSE ou de relations publiques, qu'est-ce qui, selon toi, va bouleverser ces domaines-là? Est-ce qu'il y a des innovations qui sont déjà là ou qui arrivent et qui vont changer un petit peu ces domaines? Je sais pas, je ne sais pas si spontanément, j'ai pas vraiment d'éléments qui me viennent pour répondre à cette question. Puis comme vous avez vu que j'étais quand même une femme vraiment d'outils, hein, on est d'accord hein, que là alors j'atteins mon là c'est génial. Do- donc globalement je ne euh, je pense qu'il va y avoir en tout cas, je me demande parfois si pour une structure, ça ne va pas être de plus en plus difficile de communiquer sur ces bonnes pratiques et de communiquer, je dirais, en toute bonne foi. C'est-à-dire s'il ne va pas y avoir de plus en plus, si on ne va pas tomber dans un jugement qui Ouais, sera très, très radical, très définitif et bien souvent très négatif. Voilà. Et d'accord. pour moi, c'est quand même un petit danger. Alors, c'est pas du tout une innovation, mais ça peut être une innovation du pire, hein, c'est-à-dire un danger parce que il faudrait pas qu'à un moment on se sente brimé dans le discours, quoi. Parce que si on est Ouais, brimé quand même dans le discours, on est aussi brimé dans sa réflexion. Donc, j'ai un peu peur de ça, voilà. Mais c'est d'accord. pas Non, de mais c'est. l'innovation, j'ai répondu complètement à côté, mais c'est là où on voit où je suis pas une si mauvaise communicante que ça. C'est un Oui, super mais non, exercice, mais hein, je vois de que. décryptage du hop, allez, voilà. Mais je vois que tu manies le verbe, donc ça te permet de répondre même sans avoir la réponse. Donc, N'est-ce pas? merci à toi Merveilleux, de c'est jouer le merveilleux. jeu. Et puis, donc pour la dernière question, ce que je voulais te demander, c'est quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée, alors il y en a une, euh, je crois qu'elle est de Victor Hugo et c'est, alors je voudrais pas la déformer, mais il me semble que c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. D'accord.
ça résume bien. J'y pense souvent à ça, justement. Souvent, quand il y a la fameuse personne qui dit tiens, si on faisait ça, ça va prendre 24 heures, hein, c'est super simple, les gars, vous allez voir, j'ai une idée de génie. Souvent, voilà, j'ai souvent repensé à tiens, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Voilà. D'accord. Ouais, c'est intéressant, du coup, cette citation, parce Qui que résume bien mon métier, en tout cas la conception que j'ai de mon métier, quoi. Voilà. oui, non, Je mais fais c'est remonter le intéressant. fond, quoi. Ouais. Oui, voilà, En gros, exactement. Voilà, tu fais remonter le fond parce que c'est vrai que, comme tu exactement. disais précédemment, par rapport à ce qui est produit en termes de corpus ou de contenu, ça reste quand même pas forcément évident déjà d'une part à composer, mais ensuite transmettre toutes ces idées-là et faire en sorte que ça ne soit pas que joli, comme on disait aussi, ça reste quand même un sacré challenge. Donc, merci pour cette citation. Merci. On arrive à la fin. Pasquine, je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation et puis pour cet échange très instructif sur la RSE principalement. Et puis d'ici là, bah, écoute, on reste en contact et je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, Salah, pour l'invitation. Avec plaisir. À très vite, Merci. Pasquine. À très vite, à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.